Mais il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre choix. Et si la France ne le fait pas, personne ne le fera à la place de la France. C'est cette voie qu'il faut emprunter. Aujourd'hui, plus rien ne marche. L'OTAN, ça ne fonctionne pas. Le G7, ça ne fonctionne pas. Le G20, dont j'ai voulu la création, ça ne fonctionne pas. Et même l'ONU, qui oscille entre apathie... Et cette nouvelle allocution du président russe Vladimir Poutine, écoutez. Les principaux combats, comme prévu, se déroulent non pas contre les forces régulières de l'armée ukrainienne, mais avec les bataillons nationalistes qui ont la responsabilité directe, comme on le sait, de l'effusion de sang dans le Donbass contre la population civile. Il y a aussi d'autres éléments terroristes qui ont été introduits dans ces bataillons, mais en plus, ils incitent à plus de violence et ils sont responsables. D'après les informations dont nous disposons, qui sont confirmées par le résultat concret, objectif, les néo-nazis et les partisans de Bandera disposent de lance-roquettes multiples dans les centres urbains importants, notamment Kharkov et Kiev. Ils ont l'intention de riposter aux troupes russes en frappant les zones résidentielles. Donc ils agissent comme les terroristes partout dans le monde. Ils se cachent dans les zones résidentielles et après ils pourront accuser la Russie de pertes parmi les civils. On sait suffisamment que tout cela se produit sur la recommandation de conseillers militaires étrangers, principalement américains. Encore une fois, je m'adresse aux militaires ukrainiens. Ne permettez pas aux néo-nazis et aux partisans de Bandera d'utiliser vos femmes, enfants et vieillards comme un bouclier humain. Prenez votre destin en main. Ce sera beaucoup plus facile de s'entendre avec vous qu'avec cette bande de narcomanes néo-nazis qui ont pris en otage tout le peuple ukrainien. Je voudrais aussi donner une appréciation très positive du comportement de nos officiers et de nos soldats russes. Ils agissent de façon tout à fait professionnelle, héroïquement, et ils remplissent leur mission avec des résultats positifs et ils protègent la sécurité de notre peuple et de notre patrie. Voilà pour cette allocution du président russe Vladimir Poutine qui évoque des néo-nazis, des bataillons terroristes, des néo-nazis qui ont l'intention de riposter en frappant des zones résidentielles et en rendant ainsi responsable la Russie. Pour en parler, on va retrouver nos invités, Franck Quatrebeuf, délégué départemental du MoDem dans le Nord, mais aussi Xavier Moreau, fondateur de Stratpol. Bonjour et merci d'être en direct avec nous sur RT France. Xavier Moreau, je voudrais vous faire réagir tout d'abord sur cette déclaration du président russe. Qu'en pensez-vous ? Je voudrais réagir en fait en parallèle avec celle du président russe et celle du président François Hollande. C'est-à-dire que je trouve quand même assez gonflé monsieur le président François Hollande de donner des leçons dans la mesure où la situation que nous vivons aujourd'hui, il en est directement responsable. Et puisqu'on parle de ceux que moi j'appelle les ukronazis, il faut bien se souvenir que celui qui a justifié la présence des ukronazis au sein du Maïdan, c'est Laurent Fabius, qui était son ministre des Affaires étrangères, qui, devant la commission du Parlement français, a expliqué que Oleg Tiagnibok, donc qui était un des leaders ukronazis de l'ouest de l'Ukraine, était quelqu'un qui finalement était plutôt à droite, mais pas bien méchant. Et il faut aussi rappeler que dans le premier gouvernement de Maïdan, donc qui avait été validé par les socialistes français, il y avait 2 ministres ukronazis qui venaient du parti Svoboda, dont le ministre de la Défense et le ministre de l'Agriculture, et que le procureur général de l'Ukraine à ce moment-là était également issu du parti Svoboda. Donc effectivement, la présence d'ukronazis dans le Maïdan, sans lequel d'ailleurs le Maïdan n'aurait pas été possible, hein, c'est la violence qui l'a emporté qui a permis de parvenir à ce coup d'État, est une évidence. Ensuite, ces unités ukronazis ont été intégrées
au sein d'une sorte de garde nationale ukrainienne, sous l'égide de l'ancien ministre de l'Intérieur qui s'appelait Arsène Avakov, que les Russes recherchent aussi pour le juger, et qui est donc sous la forme, donc, il s'appelait à l'origine le bataillon Azov, c'est devenu le régiment Azov, et c'est même devenu un mouvement politique, le Nationalny Korpus, dirigé par un certain Belitsky. Ensuite, il y a Dmytro Yarosh, qui est le fondateur et le chef du Pravi Sector, qui est également un mouvement nazi qui défend Bandera et Shushkevich, qui le célèbre chaque année. Et lui, aujourd'hui, ce Yarosh, il est conseiller du chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Donc évidemment qu'il y a des groupes ukro-nazis, et je pense que la Russie a parfaitement raison, le ministère de la Défense russe a parfaitement raison, d'appeler à, comme ils l'ont dit exactement, l'armée ukrainienne régulière qui a prêté serment pour protéger le peuple ukrainien, à se retourner contre ces bandes ukro-nazis, qu'on situe géographiquement. Actuellement, Azov est à Mariupol, et ce Pravi Sector, c'est plus difficile, mais ils étaient notamment dans cet aéroport au nord-ouest de Kiev, qui a été finalement pris et tenu par les troupes russes. Alors, Quatrebeuf, vous êtes d'accord avec Xavier Moreau? Est-ce que vous comprenez l'utilisation de ces termes néo-nazis ou dénazification utilisés par Vladimir Poutine depuis le début de l'invasion? Dites-moi, chère madame, j'ai un trou de mémoire, mais vous allez peut-être me renseigner. Est-ce que la personne qui vient de s'exprimer ne serait pas un ami d'Alain Soral qui voulait faire inhumer le professeur Forisson? Où sont les néo-nazis? Je crois que François... Je précise que non, je n'ai absolument aucune information là-dessus, monsieur Quatrebeuf. Bien évidemment. Pardon, je ne vous... Madame. Je vous disais que bien évidemment, je n'ai aucune information sur le sujet. Non, je ne suis pas au courant que monsieur aurait peut-être des liens avec Alain Soral. Non. Eh bien, écoutez, je ne vais pas vous donner de journalisme ou d'investigation. Ce que je vous dirais simplement, c'est que je pense que c'est François Bayrou qui a le mieux résumé la situation en qualifiant Vladimir Poutine d'halluciné. Ce que nous venons d'entendre est le discours d'un halluciné, c'est le discours d'un fou. C'est le discours de Staline, c'est le discours d'Adolf Hitler, c'est le discours de tous les tyrans sanguinaires et paranoïaques que notre monde a connus, et depuis fort longtemps, on pourrait citer Néron. Alors la question, c'est que faire face à ce type de situation? Eh bien, écoutez, je dois vous dire que j'ai été consterné de la position d'un certain nombre de leaders pseudo-nationalistes français. J'ai été consterné de la position d'un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques d'extrême droite en France qui, certes et à juste titre, appellent à ce que nous nous détachions d'une souveraineté américaine, mais nous suggèrent en contrepartie d'aller nous soumettre à une vassalité russe. En ce qui me concerne, je considère, comme l'a dit le président Macron, que c'est à l'Europe de se constituer vraiment comme une force, comme un pôle politique. Le président Poutine a parfaitement défini son combat. Je vous le rappelle, dans son discours, il a cité la situation de l'Église orthodoxe en évoquant comme raison de son hostilité à l'Ukraine le schisme orthodoxe en Ukraine. C'est pour lui une guerre religieuse. Il a cité l'existence de l'Ukraine comme étant finalement parfaitement contestable. Pas du tout ce que dit l'autre personne. Il a cité l'occidentalisation de l'Ukraine. C'est pour lui une guerre culturelle. En réalité, le président Poutine a déclaré la guerre à l'Occident en général et à l'Europe en particulier. Alors, eh bien, écoutez, nous allons essayer, comme l'a dit le président Macron, d'aider autant que nous le pourrons nos amis ukrainiens. Et puis ensuite, eh bien, nous allons nous armer, nous protéger, nous défendre. Il n'y aura pas d'autre choix parce que malheureusement, je crains que rien n'arrête la dérive paranoïaque du tyran stalinien. Alors, justement, vous parliez des aides à apporter à l'Ukraine. On l'a entendu tout à l'heure via Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. Il va y avoir notamment 300 millions d'euros envoyés à l'Ukraine, une aide logistique sur place. C'est ce à quoi vous vous attendiez de la part de la France, de l'Union européenne, pour venir en aide à l'Ukraine, Franck Quatrebeuf? Je pense que dans l'immédiat, il faut effectivement aider la population, c'est la moindre des choses.
Et je pense que par la suite, j'imagine que Vladimir Poutine aura des difficultés à occuper l'ensemble de l'Ukraine de façon durable. Dans son discours, il a évoqué des actes de résistance dans la partie qu'il occupe déjà, dans la Crimée occupée. Il y aurait des actes de résistance de la population, il ne pourra pas occuper l'intégralité du pays de façon permanente. Je pense que la partie qui sera libre de toute occupation devra être aidée. Vous savez, ce qui nuit le plus à un pays dictatorial, c'est d'avoir une comparaison avec un pays démocratique et prospère. Je vous rappelle, madame, qu'en Russie actuellement, la retraite moyenne est de 183 € par mois et que le salaire médian est de 354 € par mois. Ce pays a ruiné sa population pour développer son armée. Si nous aidons les Ukrainiens à être un modèle alternatif dans lequel on vit librement, pacifiquement et dans un confort à la fois moral, spirituel, culturel, matériel, alors je pense que notre modèle triomphera dans la durée du modèle dictatorial russe. Xavier Moreau, que voulez-vous répondre à ce que vient de nous dire Franz Catherine? Alors, il y a eu un problème de son, je n'ai pas entendu 70-80% du début de l'intervention. Je voudrais juste dire que je réponds à toutes les invitations et les interviews qu'on me fait. Et que je suis même prêt à répondre à une invitation d'un parti de centre-gauche comme celui de l'autre intervenant, même si la bourgeoisie de gauche française qu'il représente a massivement collaboré avec les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça ne me dérange pas, donc voilà, invitez-moi, je suis prêt à participer à n'importe quel débat, que ce soit sur les médias d'Alain Soral, que ce soit sur TF1, France 2, Russia Today ou n'importe quel parti politique, même la France Insoumise. Je défends moi-même mes idées, j'écris moi-même mes livres, donc ça ne me pose aucun problème. Ensuite, la Russie que décrit donc cette personne est tout à fait... il parle d'une Russie qui n'existe pas. La Russie est une puissance économique qui a été redressée de manière magistrale par Vladimir Poutine depuis 22 ans. Et c'est pour ça que vous avez la plupart des grandes sociétés françaises qui s'y trouvent. Les chiffres qui sont donnés, notamment sur le niveau des retraites, etc., ne veulent absolument rien dire, puisque pour calculer la richesse réelle des Russes, il faut calculer en parité de pouvoir d'achat. Quand vous arrivez de Paris, ou de l'Île-de-France et que vous arrivez à Moscou, qui est une ville de 13 millions d'habitants, vous avez l'impression d'arriver à certains moments du tiers-monde dans la civilisation. Tout est numérisé. Les gens vivent extrêmement bien. Je ne dis pas que c'est parfait, mais aujourd'hui, le régime socialiste français n'a absolument aucune leçon de développement économique à donner. Et ensuite, vous dites que Vladimir Poutine a ruiné la Russie, c'est totalement faux. Lorsque Vladimir Poutine est au pouvoir, la Russie n'a que des dettes, notamment vis-à-vis du Club de Paris. Aujourd'hui, elle a des réserves de change à hauteur de 650 milliards de dollars. Elle a un fonds souverain à hauteur qui doit être aujourd'hui autour de 150-160 milliards de dollars. Chaque fois que le baril est supérieur à 40 $, et la Russie est le deuxième producteur et exportateur de pétrole au monde, tout ce qui dépasse 40 $ est mis à l'intérieur de ce fonds souverain. La Russie n'a aucune dette. Elle est une véritable, et je reprends les termes de Bloomberg, qui a fait un article très intéressant il y a 15 jours au moment des menaces de sanctions, qui disait que la Russie est une forteresse financière face aux sanctions. Donc expliquer, l'industrie russe représente 30% de la production du PIB, quand en France on est à 13%. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression de voir, excusez-moi la comparaison, mais un parlementaire du Togo qui donne des leçons à l'Allemagne en matière d'économie. Donc, et ensuite, aujourd'hui, parler d'envoyer de l'argent à l'Ukraine, ça ne sert absolument à rien, puisque le gouvernement ukrainien est complètement isolé. Et ce qui est plutôt positif, en revanche, ce serait plutôt de voir ce qui a été dit par M. Nicolas Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy, justement, lui a dit qu'il fallait négocier. Et moi, si j'étais Emmanuel Macron, au lieu de continuer dans cette hystérie que veut entretenir François Hollande, qui est responsable de la situation, j'enverrais Nicolas Sarkozy négocier avec Vladimir Poutine, parce que Nicolas Sarkozy, lui, est estimé en Russie. Parce qu'il a mis fin en 5 jours à la guerre, justement, dite des 5 jours, en 2008 en Géorgie. Aujourd'hui, on en est là. Et malheureusement, avec tous ces fauteurs de guerre, comme, excusez-moi, l'autre intervenant, qui veut aller jusqu'au bout, eh bien, c'est à cause de gens comme ça que la situation est celle qui est aujourd'hui. Et même si la Russie est certaine de l'emporter, parce que alors, les actes de résistance dont vous parlez, en Crimée, mais je vous racontais absolument, excusez-moi, n'importe quoi. Aujourd'hui, en moins de 2 jours, l'armée russe est rentrée comme dans du beurre en Ukraine. Posez-vous la question pourquoi ? Parce que dans la partie de l'Ukraine, dans le sud-est, la Russie va être accueillie comme une armée libératrice. Parce que les gens en ont assez. Et ensuite, je vous le dis encore une fois,
à Mariupol, il y a eu des massacres en mai 2014 qui ont été commis par le bataillon Azov, qui est aujourd'hui le régiment Azov, qui est incorporé au sein des forces, des structures de forces ukrainiennes. Voilà. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui ne lâchent pas prise. Donc la seule résistance auquel on assiste, c'est pas l'armée ukrainienne, ce sont ces bataillons, parce qu'ils savent que la Russie va arrêter leur chef et les juger. Et croyez-moi, il y aura un Nuremberg de ces bataillons que les socialistes français et leurs alliés ont soutenu depuis 8 ans. Alors, Xavier Moreau, on rappelle que vos propos n'engagent bien sûr que vous. Je voudrais qu'on recentre le débat sur l'actualité cet après-midi avec tout de même le sommet de l'OTAN. Le sommet de l'OTAN, qu'est-ce qu'on peut en attendre d'après vous, Franck Quatrebeu? Écoutez, je crois qu'il faut être réaliste. Alors, je pense, moi, en ce qui me concerne, qu'il faudrait clairement dire, et je pense que les Ukrainiens en seront d'accord, que l'objectif n'est pas d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Je pense que cela, de ce point de vue, vous savez, la Suisse est un pays neutre qui est tout à fait prospère. On pourrait imaginer faire de l'Ukraine un pays neutre et tout à fait prospère. Encore faut-il qu'en face, il y ait des interlocuteurs. Lorsque le ministre russe des Affaires étrangères invite l'armée ukrainienne à déposer les armes comme condition d'une négociation, il est bien évident qu'il serait totalement suicidaire de déposer les armes. Donc je pense au contraire qu'il faut résister le plus longtemps possible pour espérer finir par décourager l'agresseur russe et trouver un point d'équilibre et effectivement une négociation, une sortie. Mais je rappelle aussi, puisqu'on nous parlait de Nuremberg, que Munich n'a mené qu'à l'occupation, y compris l'occupation de la France. Il faut aussi, au sortir de cette crise, que l'Europe s'équipe, s'arme. Il faut aussi que l'Europe atteigne son indépendance énergétique. Il faut que nous sortions de la dépendance envers la Russie. Il faut enfin, et le président Macron l'a dit, que nous construisions cette Europe enfin, que ce soit une leçon. Parce que vraiment, encore une fois, je suis consterné de ces souverainistes qui sont des indépendantistes en crépon, parce qu'en réalité, à la première agression russe, ils se couchent. Ils sont souverainistes vis-à-vis de l'Union européenne, vis-à-vis des États-Unis, mais pas du tout vis-à-vis de la Russie. Moi, j'aspire à ce qu'il y ait une Europe forte, démocratique, et évidemment que pour l'instant l'OTAN nous aide, mais aussi qu'enfin une armée européenne se développe de façon défensive. Mais s'il faut reconstruire un mur, après tout les soviétiques avaient construit un mur pour empêcher leur population de s'enfuir dans le monde libre, nous pourrions envisager de construire un mur pour nous protéger des agressions. En tous les cas, il faut que nous parvenions préparer et à nous protéger. Donc des réactions immédiates et ensuite une prise de conscience et une réorganisation dans la durée. Notre survie en dépend parce que rien ne dit que le tyran demain n'attaquera pas les pays baltes ou la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie ou que sais-je encore, en contestant tout à coup leur droit à l'indépendance. Alors, Franck Quatrebeu, on constate tout de même avec la réunion des 27 qu'il y a une certaine unité de la part de l'Union européenne, en tout cas dans leurs décisions sur les sanctions qui ont été prises, n'est-ce pas ? Oui, mais c'est un bon début, c'est ce que je vous disais. C'est un bon début. Vous savez, l'Europe n'a pas été faite pour faire la guerre. L'Europe a été créée pour sortir de la Seconde Guerre mondiale. L'Europe a été créée pour éviter que la guerre ne recommence. Et malheureusement, voilà que nous avons de nouveau la guerre en Europe à nos portes. Donc je pense qu'il faut effectivement, peut-être que ça peut être un choc salutaire. Alors malheureusement parce que le peuple ukrainien en fait les frais, mais peut-être que ce peut être un choc salutaire, une véritable unité européenne et une véritable souveraineté européenne. Et je pense que tous les Européens, et les centristes, vous savez, sont parmi les fondateurs de l'Europe, tous les Européens aspirent à cette souveraineté européenne, aspirent à cette unité européenne. Oui, c'est un bon début, mais il faudra aussi le gérer dans la durée. Parce que dans l'émotivité, dans l'émotion, on arrive à se mettre d'accord. Mais il faut aussi sacrifier nos égoïsmes individuels pour notre avenir collectif. Alors, Xavier Moreau, je voudrais aussi vous faire réagir sur le sommet de l'OTAN qui a eu lieu cet après-midi. D'après vous, quels en sont les enjeux? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Rien. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. Donc il a été répété à l'Ukraine, sans doute une partie des élites ukrainiennes ne voulaient pas l'entendre,
que l'OTAN ne l'aiderait pas. Donc en fait, ils vont constater qu'ils ne peuvent rien faire. Les États-Unis vont symboliquement envoyer une dizaine de milliers peut-être de soldats de plus dans l'OTAN, dans les pays baltes. Dans la Pologne, pourquoi pas. De toute manière, il faut pas se faire d'illusions. L'Allemagne et la France, qui sont, malgré les limites de leurs élites, sont parfaitement conscientes que la Russie n'a pas l'intention d'attaquer des pays de l'OTAN, puisque à l'intérieur de l'OTAN, il y a 3 puissances nucléaires, l'Angleterre, la France et les États-Unis, et que par principe, c'est ce qu'il faudra aussi rappeler, c'est que les pays nucléaires ne se font pas la guerre. Ensuite, la Russie n'a aucun intérêt à attaquer les pays baltes, qui sont des pays qui ont été désertés démographiquement, qui sont ruinés industriellement à cause de l'Union européenne, qui a fait fermer la centrale nucléaire en Lituanie en 2010, ce qui fait que maintenant les Lituaniens achètent leur électricité à une centrale nucléaire qui vient d'être construite par les Russes en Biélorussie. Donc la Russie n'a absolument aucune intention d'envahir les pays baltes, pas plus que la France n'a envie d'envahir le Bénin. Vous voyez. Donc inventer des histoires de menaces, mais bon, après on est dans de l'Orwell, c'est-à-dire on invente, c'est l'histoire de la guerre perpétuelle pour retenir les populations. Donc leur faire croire qu'il y a une menace russe sur l'Europe, c'est du même niveau. Et ensuite, moi je suis souverainiste, donc effectivement, la France n'a aucun intérêt en mer Noire. Pas plus à l'époque où Napoléon III a lancé la France dans la guerre de Crimée en 1853 qu'elle en a aujourd'hui. Donc il y a un problème entre l'Ukraine et la Russie, que la Russie le règle, que le président Emmanuel Macron invite Kiev et Moscou à se rencontrer dans une conférence de paix à Paris. Mais pour ça supposerait que la France soit neutre et arrête de menacer tous les jours la Russie de sanctions qui ne serviront à rien. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, la France est un pays économiquement au bord de la banqueroute qui ne peut pas menacer une puissance économique aussi importante que celle de la Russie. Regardez le classement du PIB en parité de pouvoir d'achat, regardez les indicateurs économiques. Même l'Allemagne, qui est devant la Russie dans le classement de ses économies, ne la menace pas comme la France ose le faire. Donc on est dans du délire. On invente un conflit qui n'existe pas. Si Emmanuel Macron, qui avait la chance il y a une semaine d'obtenir des concessions sur Minsk du président Zelensky, l'avait fait, s'il avait obtenu ne serait-ce qu'un échange de prisonniers, qu'une amnistie générale, qui sont des points dans les accords de Minsk qui auraient dû être remplis avant décembre 2015, on n'en serait pas là. Donc il faudrait mieux, au lieu de faire appel à une Europe virtuelle qui n'existe pas et qui n'existera jamais, faire appel aux grandes puissances européennes, la France, l'Italie, l'Allemagne, qu'elles deviennent raisonnables et qu'elles s'entendent avec cette autre grande puissance européenne, parce que la Russie est une grande puissance européenne, pour, je sais pas, essayer de recréer un nouveau traité de Vienne où on puisse, contrôler les excès de part et d'autre. Et enfin, pour conclure sur ce sujet, la situation aujourd'hui, elle est liée au fait que les Occidentaux ont soutenu un coup d'État antidémocratique en Ukraine en 2014. Le 21 février 2014, un accord de sortie de crise avait été trouvé, signé par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères de l'époque, signé par Sikorski, ministre des Affaires étrangères polonais de l'époque, signé par Steinmeier, ministre allemand des Affaires étrangères de l'époque. L'accord prévoyait des élections légales d'ici 6 mois. Et donc une sortie de crise normale. L'accord n'a pas tenu plus de 24 heures. Et vous vous demandez pourquoi parce que donc le président Yanukovych avait accepté de retirer les forces de l'ordre de Kiev, et ensuite il a été chassé, il a failli se faire tuer. Et vous vous demandez pourquoi les Russes ne vous font pas confiance. Votre réaction, vous les Européens. M. Quatrebeu, allez-y. Bon, écoutez, c'est bien gentil de me dire que les pays, les puissances nucléaires ne se font pas la guerre, mais quand Vladimir Poutine a reçu Emmanuel Macron il y a quelques jours, il a quand même dit que si on contrariait ses projets, il utiliserait l'arme atomique. Alors, excusez-moi, dans le genre grand pacifiste, on a vu mieux. Malheureusement, c'est véritablement, il l'a dit, c'est une guerre qu'il engage. C'est faux. Non, c'est faux. Au contraire, il mettait... Bon, allez-y. Alors, le président Poutine qui s'en va nous donner des leçons de régularité électorale, mais écoutez, mais si ça n'était pas à pleurer, ça prêterait à rire. Enfin, depuis... Parlez-en François Fillon. Et quand... s'entendre, messieurs. Chars en Ukraine, c'est n'importe quoi. C'est absolument n'importe quoi. C'est halluciné, comme le disait François Bayrou. Merci beaucoup, Franz Quatrebeu. Je rappelle que vous êtes délégué départemental du MoDem dans le Nord. Et merci à vous, Xavier Moreau, fondateur de Stratpol. Une profonde rupture dans l'histoire de l'Europe. Voilà comment